C'est un géant de fer qui se pose ce matin-là à Roissy. Il est 6 heures. Cet Airbus A380 arrive tout droit d'une destination exotique, Kuala Lumpur, en Malaisie. Voilà la bête, hein, les gars. Une bête de près de 560 tonnes, 72 mètres de long et 80 mètres d'envergure. Le plus gros avion de ligne jamais construit par l'homme. Un monstre de 2 étages, capable de transporter 500 passagers, 2 fois plus qu'un avion lambda. Alors qu'il se presse de débarquer, sur la piste, une course contre la montre s'engage. Car dans 6 heures pile, cet engin doit être prêt à repartir pour l'Asie. Jacques de Rigon dirige l'équipe de techniciens aéronautiques chargés de lui refaire une santé. On fait une inspection des moteurs à l'arrivée de chaque avion pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'avion, d'accord? En cas de doute, de toute façon, on pénétrera à l'intérieur du moteur pour vérifier s'il y a moins de problème. Après 12 heures de vol, il faut ausculter l'avion de fond en comble pour éviter tout incident sur le trajet retour. Déjà, on vérifie les freins. Ici, c'est un témoin d'usure. Si ce témoin est ras, on est obligé de changer le frein. On vérifie ensuite la gomme, qu'il n'y ait pas d'usure ou d'entaille. On doit impérativement voir les rainures ici. Si une roue éclate au décollage, ça crée des dommages majeurs. Les pneus sont renforcés avec du fer. S'ils explosent, des morceaux peuvent trouer la carlingue. Vu la dimension de l'A380, pour Jacques, la tâche est titanesque. C'est plus long un avion comme celui-là que les autres? Oui, sur cet avion-là, tout est multiplié à peu près par 2. Il y a des avions qui ont 12 roues, celui-là en a 22, évidemment, ce qui nous prend plus de temps. Et voilà, il y a 4 moteurs au lieu de 2 et ainsi de suite. On prend à peu près le double du temps que sur un avion standard. Nico, je vais terminer le tour avion avec Louis. Vous attaquez les moteurs avec les huiles, d'accord? Le double du temps, mais aussi le double d'équipe. Jacques doit s'entourer de 2 assistants de plus. Grâce à une formation spéciale de 3 mois, ils connaissent maintenant le colosse sur le bout des doigts. Ça va faire 30 ans que je travaille dans l'aéronautique. Et c'est vrai que tous les jours, selon différents types de machines, on apprend différents avions, différentes qualifications. Il faut avoir des compétences. On est obligé de remettre à jour constamment. Et c'est vrai que c'est un métier, même au bout de 30 ans, voilà, l'aviation, une fois qu'on est dedans, on y reste. On a des rencontres nouvelles, des équipages, des pilotes, des hôtesses. Et c'est vrai, donc c'est un métier agréable. Bonjour. Jacques a le sourire, mais cet A380 va lui donner un peu de fil à retordre. Roissy-Charles de Gaulle, c'est le 2e aéroport d'Europe. Ici, 62 millions de passagers se croisent chaque année. Presque l'équivalent de la population française. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, ceci le tout dernier appel, Il y a les retardataires. Vous allez où? Tokyo. For Japan Airlines, Tokyo. Comment ça? Merde. À Roissy, les destins se croisent. Il y a les familles, heureuses de se retrouver, et les amoureux, la gorge nouée à l'idée de se quitter. C'est surtout dur de laisser sa famille, quoi. Et mon amoureux, oui. Alors, il détend l'atmosphère. Certains en transit en profitent pour faire une petite sieste ou quelques étirements. Il y a les plus jeunes qui prennent l'avion pour la première fois et les habitués qui ont tout prévu au cas où leur valise disparaîtrait. On a quand même toujours dans nos affaires une tenue pour le pays. Le maillot de bain. Petite robe d'été. La belle petite robe. Afin que leur voyage se passe au mieux, en coulisses, près de 100 000 personnes travaillent jour et nuit pour faire fonctionner cette ville dans la ville. Plongée au cœur de la fourmilière de Roissy-Charles de Gaulle. L'A380 est inspectée des moteurs au cockpit. Jacques fait maintenant parler l'ordinateur de bord, où le moindre incident de vol a été enregistré.
Il y a quand même 500 passagers à bord, d'où l'importance des vérifications que nous effectuons. L'ordinateur a justement détecté un problème. Il y a une différence de pression de la roue, ce qui fait que la roue 9 est à réajuster avec la 10. Donc on va y aller. Les techniciens aéronautiques gagnent entre 3 000 et 5 000 euros par mois. De très bons salaires, mais les responsabilités sont énormes. Un avion bloqué au sol, ce sont des milliers d'euros de perdus pour la compagnie. Il faut impérativement que l'avion parte à l'heure. Ah, c'est majeur. Si on a un délai technique, il faut impérativement qu'on puisse se justifier. Après, c'est la guéguerre à savoir si on a un délai, à qui l'incombe. Donc on s'assure impérativement qu'au point de vue technique, on n'ait aucun retard. À 8 heures, une nouvelle armée prend place, celle du nettoyage. Donc le timing, c'est 10h30, on est en bas. D'accord? 10h30 maximum, on est en bas. Olivier est superviseur propreté. Il a la même obsession du timing que Jacques. 2h30 chrono pour faire briller l'ensemble de la cabine. Il y a du boulot. La classe éco est un champ de bataille. Vous voyez, il y a quand même pas mal de travail. Par terre, sur les sièges, c'est sans dessus-dessous. On retrouve de la nourriture au sol, on retrouve dans les pochettes, on en retrouve un peu partout, quoi. C'est un boulot de titan. Vous avez fini, vous, là-haut? Ils vont devoir astiquer les 555 mètres carrés que totalisent les deux ponts de l'appareil. Avec un flacon, s'il vous plaît. Il y a une tache, là, moquette. On va essayer de la faire partir. Dans cette entreprise, 1200 personnes se relaient dès l'aube pour nettoyer les avions en escale. L'image de marque des compagnies est en jeu. Alors pour s'assurer qu'il tiendra ses objectifs, le superviseur ne peut pas s'empêcher de mettre la main à la pâte. Moi, personnellement, je peux pas rester les mains dans les poches. Je suis trop nerveux, je peux pas. Ah non, je peux pas. Rester pendant 2h30 assis à regarder les gens travailler, voilà. Son angoisse, c'est qu'un déchet échappe à leur vigilance. Voilà. Pas grand-chose, mais bon. À ramasser. Il faut avoir l'œil, quoi, en fait. Faites attention, il vous reste... Pendant qu'il poursuit sa chasse aux détritus, les premiers passagers qui vont prendre place à bord de cet A380 commencent à s'enregistrer. Wilfried, l'agent d'escale, est chargé des opérations. L'avion doit décoller à midi pour Kuala Lumpur. Et les problèmes ne se font pas attendre. Cette jeune Malaisienne a un gros souci. Le prochain vol est demain? Oui, à la même heure. Ah, c'est pas bon ça. La jeune fille a oublié de confirmer sa réservation et n'est donc pas sûre d'embarquer sur le vol d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul vol par jour et je ne peux vraiment pas attendre jusqu'à demain parce que j'ai des examens de fin d'année. Donc voilà, il me reste qu'à prier. Elle n'est pas prévue sur le vol, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur liste d'attente pour la fin. S'il y a des passagers qui ne se présentent pas, elle va prendre la place des passagers, parce que le vol est complet aujourd'hui. Quelles sont mes chances d'embarquer? C'est vraiment 50-50. On est combien sur la liste d'attente? Pour le moment, vous êtes la première sur la liste d'attente. La jeune fille est invitée à revenir dans 2 heures pour voir si un siège s'est libéré. Ses deux copines, elles, ne céderaient leur place pour rien au monde. Elles s'apprêtent à faire leur premier grand voyage. Un sac à dos. Ouais. 3 shorts, une paire de baskets et un sac à dos. Et c'est parti à l'aventure. Elles n'ont pas grand-chose, mais ces deux aventurières du dimanche ont peur de ne pas retrouver leurs bagages à l'arrivée. S'il vous plaît, vous ne les perdez pas. Ah ouais, non mais là, ouais. Parce que sinon c'est la cata. Leur valise entame un long voyage qui commence dans les sous-sols de l'aéroport. À Roissy, pour acheminer les bagages, il n'y a pas loin de 30 km de rails. Des petites nacelles dispatchent les sacs partout dans l'aéroport. Lors de leur parcours, ils passent au rayon X pour détecter entre autres des explosifs ou de la drogue. Mais pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas eu le droit de vous montrer la machine. Même si la plupart du tri-bagages est automatisé, la main de l'homme reste nécessaire. Et pour dissuader toute tentative de vol, les gendarmes contrôlent régulièrement les bagagistes de l'aéroport. Bonjour monsieur, je peux contrôler votre badge également s'il vous plaît? Pour avoir accès aux zones sensibles comme les pistes ou le tri-bagages, Vous allez bien? Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. chaque employé doit montrer patte blanche. Bonjour.
On vérifie qu'il ait bien la bonne zone bagage, la validité de son badge et qu'il puisse travailler sur la zone sur laquelle il se trouve. Ça veut dire quoi là, ceci? Donc A, ça correspond à avion, B à bagage et F à fret. Donc c'est bon? Donc c'est bon, il peut travailler là, le monsieur. Une personne sans badge risque une contravention de 750 €. Et si elle n'a rien à faire là, elle sera forcément suspecte aux yeux des gendarmes. On ne sait pas, il peut faire mettre des objets interdits dans un bagage ou voler dans un bagage, ça peut également arriver. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on surveille. Lors des patrouilles, les gendarmes scrutent les moindres recoins de la zone. L'œil aguerri, ils repèrent immédiatement cette porte. Elle devrait normalement être fermée à clé. Le gendarme inspecte minutieusement le local. Il sert peut-être de cachette pour des objets volés. On cherche les articles illicites, les personnes qui n'ont rien à faire là. Là, la porte était ouverte, c'est un local technique, c'est pas normal. Ils signaleront cette anomalie afin que cela ne se reproduise plus. En moyenne, même si cela représente une grosse perte pour les passagers, seuls 500 bagages disparaissent sur les 100 millions qui transitent chaque année par Roissy. Si les gendarmes garantissent la sûreté du côté des pistes, les policiers, eux, s'occupent de la sécurité des touristes. Ce matin, l'équipe de Laurent prépare son plan d'attaque. Allez, feu. Allez, go. Ces policiers en civil se glissent dans la peau de leur personnage. Chaque détail compte pour avoir le look du parfait voyageur. On prend jamais l'avion, mais c'est un peu le but, se fondre dans la masse pour vraiment qu'ils nous voient pas. On est invisible. On fait partie des passagers. Il faut qu'on fasse la plante verte sur les aérogares. Là, je pars à Rome. Moi, je suis un touriste Schengen. S'ils s'en amusent, leur mission est pourtant essentielle. Tu prends les clés de la bagnole? Ouais. Ils vont traquer toute la matinée les voleurs à la tire. On va espérer que ce matin, la chasse soit bonne. L'aéroport est une cible privilégiée pour les voleurs chevronnés. Ouais, lâche-moi ici. L'équipe se sépare pour quadriller les différents terminaux. Patricia part en direction de la gare RER. Fred se positionne vers les arrivées. Et Laurent, au niveau des départs. Ce jour-là, des vols en partance pour Dublin, Moscou ou Tokyo. Pour ne pas se faire repérer, Laurent nous demande de le suivre en caméra discrète. Son premier réflexe en arrivant sur les lieux, c'est de passer rapidement en revue les points sensibles. Le terme de prédilection des voleurs, c'est les zones d'enregistrement. Là, en général, quand on enregistre, on laisse toujours le chariot derrière, donc avec le sac à main qui va être posé sur l'eau du chariot. Donc, s'il y a des cibles potentielles, ici, pour nous, c'est une zone de travail très importante. La plupart des touristes, déjà en vacances dans leur tête, oublient souvent de surveiller leurs bagages. Des sacs qui contiennent chéquiers, cartes bleues et souvent beaucoup d'argent liquide pour payer leur séjour. Ils peuvent disparaître en quelques secondes. C'est la mésaventure qui est arrivée à cet homme sur cette vidéo tournée par les caméras de surveillance l'année dernière. Pendant que la victime est occupée à parler au comptoir, les trois complices se positionnent. Le premier s'assure que la victime est bien accaparée par la conversation. Le second donne le top départ. Le troisième peut alors tranquillement dérober le chariot. La victime mettra 5 minutes avant de se rendre compte que ses affaires ont disparu. L'équipe a par la suite été arrêtée. Évidemment, Laurent préfère interpeller les voleurs en flagrant délit. Pour cela, il ne baisse jamais sa garde. Donc là, le but, c'est de regarder le plus loin possible. Parce qu'il faut repérer le voleur le plus loin possible.
plus on le repère près, plus on a des chances de se faire griller. Ce qu'on recherche, c'est pas un type de voleur, c'est l'attitude des gens. Quelqu'un qui fait la queue, qui retourne, qui regarde les sacs, c'est pas normal. Ça va être une attitude qui va nous attirer l'œil. Après 2 heures de patrouille, le policier repère un homme au comportement suspect. Il y en a un là, qui traîne, il a une capuche sur la tête. Il est tout seul, il n'a pas de bagage. Et il regarde les passagers. C'est pas normal. Ce serait peut-être une cible potentielle au niveau volant. Laurent appelle son collègue Fred afin qu'il se rapproche pour l'aider à surveiller cet homme. Ah bah reviens sur le 2E, j'ai un mec qui est tout chelou, il est tout seul, il n'a pas de bagage, il a une capuche sur la tête et il regarde les passagers avec beaucoup d'assistance. Pour le policier, cet homme a le profil d'un toxicomane en manque. Lui, il va vouloir voler un sac pour avoir un minimum d'argent pour aller sur Paris récupérer une dose. Le seul problème, c'est qu'il pique n'importe quoi. Quand le suspect se met en mouvement, Laurent préfère passer la main à Fred. Ouais, il est toujours devant là. Il ne veut surtout pas se faire repérer. Fred le localise à l'étage en dessous. Je l'ai, ton mec. Je l'ai récupéré, c'est bon. Fais voir, je vais voir ce qu'il fait. Il se retourne pas, il se méfie pas. Tu restes derrière ? Si l'homme passe à l'acte, les policiers préfèrent être à plusieurs pour l'interpeller en flagrant délit. Après 5 minutes de course, Laurent, l'air de rien, s'assoit tranquillement. Fred l'a prévenu que le suspect revenait dans sa direction. Il est où là ? Il arrive. Il va venir vers nous en fait. Il arrive proche des arrivées. Et pourquoi vous mettez là pour le coup ? Parce que quand il va passer, il va pas me regarder. Donc quand il sera passé, qu'il aura fait une quinzaine de mètres, je vais me relever pour pouvoir le suivre. En effet, quelques secondes plus tard, le suspect passe devant Laurent sans même lui prêter attention. Le policier reprend sa filature. En plus, le problème, c'est qu'il n'y a même pas personne entre lui. Donc, difficile de se cacher. Les allées et venues du suspect rendent la poursuite très compliquée. Fred, assis sur un banc, a peur de s'être fait démasquer. Il tourne beaucoup. Du coup, en tournant beaucoup, on s'expose beaucoup plus. Il a changé pas mal de fois d'aérogare. Donc, s'il revoit chaque fois les mêmes personnes qu'il suit, ça va le faire tilter. L'homme a-t-il senti leur présence ? Laurent reçoit finalement l'appel d'un autre collègue, posté à la gare RER. Allô ? On m'entend ? Il monte dans RER, bon, c'est mort. L'homme a quitté l'aéroport. Malgré la frustration d'avoir passé 1h30 à le traquer sans pouvoir l'interpeller, le chef de groupe reste positif. On a eu au moins le côté prévention où il n'y a aucun passager qui a été victime d'un vol peut-être parce qu'on a été là. Voilà, parce que si on n'aurait peut-être pas été là, il aurait peut-être piqué un sac. Bon, soit on a été vu et il est parti comme ça. Enfin bon, au moins il n'y a pas eu de vol avec cet individu-là. Le suspect repéré aujourd'hui n'a pas le profil type des voleurs qui frappent à Roissy. Un homme seul, ce n'est pas la règle. La plupart du temps, Laurent doit faire face à des groupes de 2 ou 3 malfaiteurs aux techniques bien rodées, comme le fameux coup de la pièce. Voilà, pour les vidéos. Donc là, vous avez la victime qui arrive, suivi donc de 4 Sud-Américains. Donc vous avez le premier qui va jeter des pièces juste à cet endroit-là, qui va donc demander à la victime « Tiens, vous pouvez pas m'aider ?» Pendant ce temps-là, vous avez le complice juste derrière qui va prendre le sac, qui va le donner à une femme juste derrière. Et hop, c'est parti. Une fois que le sac est en possession, en général, il restera rarement côte à côte. Voilà, donc la victime qui continue à ramasser les pièces. Oui, hein, ça dure encore quelques secondes. Et c'est là que la victime va s'apercevoir que son sac à main a disparu. Donc là, c'est organisé. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur rôle, ils savent ce qu'ils doivent faire. Sans parler, ils savent déjà comment ils vont opérer pour faire le vol. Grâce à cette vidéo, les 4 individus ont pu être interpellés. L'équipe de Laurent ne le sait pas encore, mais un autre groupe de voleurs se dirige actuellement vers l'aéroport. Et il ne compte pas repartir les mains vides.
À Roissy, la sécurité ne se joue pas qu'au sol. De jour comme de nuit, 3 tours de contrôle veillent sur le trafic aérien. Perchés à 100 mètres de haut, les aiguilleurs du ciel régulent les décollages et les atterrissages. Les pilotes leur obéissent au doigt et à l'œil. Bonjour, you are 5 miles beyond the 777, wind 150 degrees 4 knots and 08 right. Loïc est contrôleur aérien. Il travaille dans la tour de contrôle sud de Roissy. Comme lui, 25 contrôleurs surveillent un balai aérien de 1400 vols par jour. Air France 172 Bravo, bonjour, roulez à gauche par Echo, puis 9 ans. À 32 ans, cet ingénieur de formation a entre ses mains la responsabilité de milliers de passagers. Je branche mon casque sur une des platines de la position et c'est parti. Ce jour-là, Loïc dirige les avions au sol. Certains se garent, d'autres se préparent à décoller. 055 super, maintenez avant Echo et je vous rappelle. Et ce matin, il va avoir fort à faire. Son attention est au maximum. Le flux ne s'arrête jamais. Il y a un atterrissage ou un décollage toutes les 40 secondes. Première à gauche, Tango, je vous rappelle pour revenir sur Roméo. Si on les laissait faire ça tout seul, ça ferait des bouchons pas possibles. C'est comme s'il y avait sur la route pas de feu, pas de céder le passage, pas de stop et qu'on laissait les voitures s'arrêter toutes seules. Mais on ne bouge pas un avion comme une voiture, surtout quand il tombe en panne sur une voie d'accès aux pistes. Il y a le 330 qui est là-bas, l'air de Air France. Air France 896 qui a un problème. Du coup, les 2 parkings sont en attente et du coup, ça bloque une voie de circulation. Cet Airbus a un problème technique. Loïc n'a que peu de temps pour dévier près de 21 avions qui se trouvent au sol. Uniforme, bonjour, roulez à gauche, Fox et vous maintiendrez avant papa. Le stop Golf Ouest pour Lima 33. Des bouchons se forment et cela peut mettre des centaines de passagers en retard. Ça s'appelait 119,55, au revoir. Les faire attendre là-bas ? Sur un papa unité, quoi, quelque part, parce que s'il y a 20 minutes d'attente, c'est pas possible, quoi. Et c'est autant de correspondances manquées. France 121 Charlie, numéro 1 par rapport au 777 de la gauche. Oui, numéro 1, 121 Charlie. Sierra Québec uniforme, suivez l'Embraer dans vos midis de la droite. Ce sera par Echo, bravo le stop middle 3. Sans compter les milliers de litres de kérosène brûlés pour rien par les avions en attente. Pour l'aider, il a ses écrans radars qui donnent la position des avions. En bleu, ceux qui s'apprêtent à décoller, et en rose, ceux qui viennent d'atterrir. Il faut vraiment improviser en temps réel des nouvelles stratégies très régulièrement et de manière très rapide. Il y a parfois plusieurs solutions qui fonctionnent, mais il faut trouver une solution qui marche et il faut la trouver vite. Il n'y a pas de place pour la panique et quand on a des instructions urgentes à donner, plus on les fait passer calmement, mieux elles sont comprises. Il ne s'agit pas de parler très vite et de faire passer son stress. Il faut garantir la sécurité même dans ces conditions-là. Pari gagné pour Loïc. Il a dégagé le tarmac en 5 minutes. Pour rester vigilant toute la journée, les contrôleurs changent de poste toutes les heures et se reposent toutes les 3 heures. Qu'est-ce que vous faites ? Donc là, j'ai fini mon heure au sol et j'enchaîne avec une heure au lock, donc la gestion des décollages et des atterrissages. Donc, ça varie le type de travail qu'on a amené à faire et ça permet de reposer les neurones qu'on travaillait ici et faire travailler d'autres neurones pour une autre position. En résumé. Un avion qui prend son envol a toujours quelque chose de magique. Les accidents sont rares, mais il y a des phases critiques, comme le décollage et l'atterrissage. Ces moments sensibles sont surveillés par un ange gardien, Gérard, car ces monstres de fer ont un ennemi des plus insidieux. Il peut frapper à tout moment. On a toujours un œil dans le ciel. Gérard le traque sans relâche, mais il n'est pas si facile à repérer. Il ne pèse que quelques grammes. Ah là, il y a un oiseau là. Alors là, qui est dangereux, il est juste dans l'approche finale des avions à l'atterrissage. Gérard est un effaroucheur, un nom barbare qui désigne les hommes chargés de faire peur aux oiseaux sur les pistes. 2 corbeaux contre un géant d'acier, le duel peut sembler inégal. Pourtant, s'ils entrent en collision alors que l'avion accélère,
Ils peuvent fêler son pare-brise. Et plus grave, quand ils sont aspirés par le réacteur, ils peuvent l'endommager. Son pistolet tire à blanc. C'est pour faire quoi ça? Donc c'est le moyen acoustique pour effrayer les oiseaux. C'est très efficace. On a une portée à peu près d'une centaine de mètres et je peux vous dire que les oiseaux n'aiment pas. 15 effaroucheurs se relaient pour quadriller les 115 km de routes et de pistes de Roissy. Mais certains volatiles passent entre les mailles du filet. Il y a une dizaine de jours, il y a un avion qui en a tapé une quarantaine. On doit même les ramasser parfois avec une balayeuse. Là, il y a un avion qui va s'aligner pour décoller. Et là, il y a justement un groupe d'oiseaux. Oh là là, là c'est notre ennemi, les tourneaux. On est obligé d'intervenir rapidement. Cette fois, Gérard utilise une fusée d'une portée de 500 mètres. C'est parti. En 30 ans, 30 avions dans le monde auraient été mis en difficulté ou se seraient crashés suite à une collision avec des oiseaux. Parfois, les fusées pétaradantes de Gérard ne suffisent pas à faire fuir les volatiles. Pour effrayer les plus tenaces, il diffuse des cris d'oiseaux apeurés. Donc là, c'est la corneille noire. J'ai le cri de détresse du goéland. Et ça fait fuir l'oiseau. Je vais vous faire écouter le cri du corbeau. Et il est des plus surprenants. Donc là, c'est vraiment le cri de détresse. Je pense qu'on a dû lui marcher sur les pattes. Toutes ces techniques les effraient. Mais comment faire pour les tenir éloignés le plus longtemps possible? L'astuce est venue d'un jardinier. Il ne faut pas que l'herbe soit trop basse. Parce que si l'herbe est trop basse, les oiseaux ont facilement accès aux vers de terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous tondez une pelouse, souvent une demi-heure après, vous avez les oiseaux qui arrivent. Donc c'est la même chose ici. C'est quand l'herbe est haute, ils ont du mal à y aller. Donc ils iront manger ailleurs. Les oiseaux repartent bredouille, mais des mammifères se sentent à l'abri dans les herbes hautes. Des lapins et surtout des renards. Quand il en croise un, Gérard emploie les grands moyens. Un fusil de chasse. Car une collision avec l'animal pourrait endommager un train d'atterrissage. Les effaroucheurs tuent une quinzaine de renards par an. Un sacrifice indispensable pour éviter le pire. Une mission accomplie bien loin du regard des passagers. Accaparés par leur voyage, la seule pause qu'ils pourraient s'accorder aura lieu dans un décor plus clinquant. À Roissy, on a parfois l'impression de déambuler sur les Champs-Élysées. Les boutiques de luxe sont omniprésentes. Maroquinerie, prêt-à-porter, montres haut de gamme, il y en a pour tous les goûts. Mais un magasin est quasiment un passage obligé pour les touristes du monde entier. La boutique Duty Free, spécialisée dans les produits typiquement français. On y trouve des vins prestigieux, comme ce grand cru à 30 000 €, ou ce cognac à 2 600 €, mais aussi des produits plus accessibles, comme du foie gras, des macarons ou du fromage. La gastronomie, c'est le domaine de Bérangère, 26 ans. Son défi quotidien, convaincre ces touristes asiatiques quelque peu perplexes face à la variété des fromages français. How can I help you? This is camembert. Yes. It's for you or for gifts? Yeah. This one is more creamy. Whereas this one is pasteurized milk. Oh. So the texture is a bit harder. Un petit coup de pouce, 2 secondes de réflexion, et c'est vendu. On y arrive par des mots simples, en répétant plusieurs fois, par des gestes, et puis ça marche, quoi. Bérangère a tout intérêt à vendre le maximum de produits, car elle peut gagner des primes, des cadeaux
et même des voyages en cas de ventre-corps. Maybe you want to try. Et pour cela, elle a une technique bien à elle. C'est le coup du panier. Bonjour monsieur. If you want a basket. Ce touriste n'avait qu'un produit à la main. Il peut maintenant s'en donner à cœur joie. Adam, you want a bigger basket? It will be better, I think. Et si le client a choisi le petit modèle, elle n'hésite pas à proposer la version extra large. Pour remplir le panier, elle n'oublie aucun produit et se fend même d'un petit conseil gastronomique. You can drink white wine with the cheese. Yes, it's possible. Quelques mots d'anglais. Yes, it is. Et le tour est joué. Yes, good combination. Bérangère dispose d'un atout en plus par rapport à ses collègues. Si, es la misma tienda. Elle parle couramment espagnol. Du coup, ce couple de Mexicains va se laisser guider dans les 2200 mètres carrés du magasin. Está bien, está suave. Con el calor que hace en México está bien, ¿no? Sí. Qué suerte tiene. Ah, no quiere el rosé. Ah, lo siento. Y ahora tiene el champán para la Navidad. Du champagne, du parfum, des macarons, du fromage. Arrivé à la caisse, le caddie déborde. Au total, le couple de Mexicains a dépensé près de 900 €. La boutique vous plaît? On aime tout, on a envie de tout emporter. On n'a qu'une envie, c'est de revenir le plus vite possible. Avec ces Mexicains, Bérangère vient d'effectuer l'une des meilleures ventes de la journée. Mais cela ne lui suffit pas. Plusieurs fois par jour, elle examine le tableau des départs, annonciateur de bonnes affaires. On a beaucoup de vols pour les États-Unis, les vols pour la Chine, ça c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est des bons clients. L'an passé, 1 million de bouteilles de vin ont été écoulées au duty-free de Roissy. Les Chinois sont les premiers acheteurs étrangers. Et comme ils circulent avec de grosses sommes en liquide, les touristes asiatiques sont aussi les cibles numéro 1 des voleurs. Dans un terminal tout proche, ces voyageurs en provenance de Hong Kong viennent de se faire détrousser. Une fois prévenus, Fred et Patricia, les policiers en civil, interviennent. Mon sac était posé là. Il ressemble à une sacoche. Dedans, il y avait mon passeport et beaucoup d'argent. Il y avait même mon appareil photo. Ça fait environ... Ça fait 10 ou 20 minutes. On est inquiet, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Vous allez où? On a prévu de voyager à travers toute l'Europe pendant 3 semaines. C'était notre première escale, et peut-être la dernière. Les touristes sont incapables de dire à quel moment leur sac a disparu. Patricia appelle ses collègues au bureau pour qu'ils retracent leur parcours sur les caméras de surveillance. 7h30, il quitte le point info. Et il y a encore le sac dessus. Et devant le marchand de journaux, le policier repère les fameux touristes et cet homme bizarre qui rôde autour de leur chariot. Disons, il est très suspect, quoi. Un coup d'œil, tu vois, là, il est statique, il a rien à foutre là, statique, quoi. Soit il rentre dans le magasin s'il veut acheter, soit il part par là, soit il part par là. Il n'a pas à mettre des coups de tête comme ça dans tous les sens. Il va taper. Mais l'homme n'est pas seul. Regardez bien l'autre personne au pantalon beige. Il va détourner l'attention de la dame pour que son complice s'empare du sac rapidement. On va essayer d'avoir leur tronche en gros plan. Grâce aux 6000 caméras présentes sur l'aéroport, les policiers peuvent rapidement récupérer une image des voleurs. Très vite. Donc là, le voleur et son complice derrière. Ouais, je vais t'envoyer une photo. Ah bah là, ils vont être bien propres, là, bien beaux. On recevoir les photos en direct, c'est les deux là. Et le sac? Et le sac, à mon avis, de la victime, ça doit être ou celui-ci ou celui qu'il a en bandoulière. Dans son sac, la victime a déclaré avoir au moins 3 ou 4 000 € en liquide. Les voleurs ont fait une belle prise. Ils doivent déjà être loin. Et la fois, t'as pas de chance. Faut pas revenir en arrière, donc il faut le digérer. Pourquoi vous dites ça? Parce que là, on est énervé. Ils ont raté les voleurs cette fois-ci. Mais avec les vidéos, ils sont maintenant identifiés. Les policiers pourront les reconnaître s'ils reviennent sur l'aéroport. Vu qu'on a leur visage, quand ils vont remonter, on essaiera de faire tout de suite une filature. Et si on arrive à les avoir en flagrant délit, de
de leur rajouter ce fait-là. L'année dernière, sur les 62 millions de passagers qui transitent par Roissy, seules 130 personnes ont été victimes d'un vol. Il est 10 h. À 2 heures du décollage de l'A380 pour Kuala Lumpur, Jacques, le responsable de la maintenance, supervise le plein de l'avion. 130 à 160 tonnes de kérosène sont nécessaires pour les 12 heures de vol. Le pétrole est installé, le réservoir se trouve dans le sol, et en fait les camions ne sont que des pompes qui aspirent le pétrole, donc qui sont dans le réservoir sous l'aéroport et qui montent directement à l'avion. Pour le moment, aucun signe de panne majeure, mais il reste aux aguets. Les premières valises commencent à arriver. Il y a 15 tonnes de bagages à charger, plus 15 autres de fret. Tout est automatisé. Une marchandise sans laquelle l'avion ne peut pas partir les rejoindra bientôt à bord. À quelques kilomètres de là, les cuisines de Roissy. C'est dans ces grands hangars que sont préparés quotidiennement 160 000 repas. La plupart des compagnies aériennes se fournissent chez eux. Attention à la coloration. Au fourneau, une dizaine de cuisiniers s'affairent pour préparer les plats qui seront servis aux premières et aux business class de l'A380. Marc Détail et Michel Kissac Bonjour les chefs. sont responsables des cuisines. Le colis poivron, tu le fais juste mixer après? Ouais. Pour élaborer les plats qui seront dégustés à 10 000 mètres d'altitude, les chefs doivent prendre en compte les contraintes liées à l'avion. Car dans les airs, la perception du goût est modifiée. Quelquefois au décollage, les gens ont les oreilles qui se bouchent. Et donc là, c'est un nerf qui s'appelle le nerf gustatif, parce que c'est un nerf auditif qui a une de ses sources sur la langue. Et donc là, on stresse le nerf gustatif et on perd 40% de ses moyens d'évaluation. Donc du coup, la notion de sel est perturbée, la notion de sucre est perturbée, la notion d'acide et d'amer est perturbée. Donc pour pouvoir titiller les papilles davantage, on va complexifier les arômes avec des épices. Comme ces crevettes au piment et à la citronnelle. À bord, ça a un vrai succès. Il faut dire que les premières classes ont payé leur billet 6 000 €. À ce prix-là, ils ont droit à un menu digne d'un grand restaurant. 2 entrées, caviar et asperges ou crevettes à l'orange, ainsi qu'un choix de 5 plats aux appellations gourmandes, comme ce turbo à la purée de patates douces, sauce vanillée, des linguinés au pesto et gambas, ou encore un pavé de bœuf garni de crème de cèpe. Des mets de luxe pour des clients privilégiés. Et pour ne pas incommoder son voisin, les chefs ont pensé à tout. Il y a une crème au coco de Paimpol. C'est vrai qu'on utilise un peu de bicarbonate pour pouvoir éviter les phénomènes liés aux haricots. Du côté des classes économiques, le repas est évidemment moins prestigieux. Pour eux, pas de cuisine fine, tout est industriel. Ici, nous avons un plateau pour le dîner chaud, le service dîner chaud à bord en classe économique. En entrée, une petite salade de pâtes et un plat principal surgelé qui sera réchauffé à bord de l'avion. Vous avez un plat à consonance un peu plus européenne. C'est un poulet pesto cranberries avec petits pois épurés. Le deuxième choix, recette malaise, donc c'est un agneau épicé avec du riz et des légumes sautés. Économie pour les compagnies oblige, même le poids des plateaux est savamment réfléchi. Tout est en plastique, de l'assiette à la coupelle d'eau. Tout est étudié pour que le plateau soit le plus léger possible. En quelques années, les compagnies ont réussi à gagner jusqu'à 150 grammes par plateau. Multiplié par le nombre important de passagers en classe économique, le gain de poids se transforme en gain financier. Plus c'est léger, moins on utilise de kérosène. Des économies de carburant non négligeables pour une compagnie aérienne. Les plateaux sont enfin prêts à partir pour être chargés à bord de l'avion. Grâce à des camions spéciaux, dont la remorque peut se hisser à 8 mètres de haut. Les chariots sont vite placés au frais dans l'avion. À 1h30 du départ, les 22 hôtesses et stewards font leur entrée.
L'avion est maintenant nettoyé de fond en comble, à un détail près. Ah, la petite cacahuète. La petite cacahuète terrible. La rebelle. Jusqu'au décollage, Jacques sera en poste pour déjouer la moindre panne. Bon, Louis, est-ce qu'on est prêt? Pour lui, c'est l'heure de vérité. Le commandant. Hello, capitaine. La pression monte un peu ou pas, là? Oui, parce que les hôtesses vont faire leur débrief. Ça nous signaler éventuellement s'il y a la moindre panne. Et l'une d'elles vient de repérer une défaillance. Une lampe de secours ne se recharge plus. D'un moment à l'autre, sa batterie risque de lâcher. Dans l'aviation, les règlements sont très stricts. Le décollage peut être interdit en cas de matériel défectueux. Moi, c'est une lampe de secours. En cas de problème, évidemment, il faut qu'ils aient l'éclairage pour pouvoir sortir les passagers le plus rapidement possible. Donc, on est obligé de vérifier si elle fonctionne bien. Et ça à quelques minutes de l'embarquement. Ah voilà, c'est jusqu'au dernier moment, de toute façon. Il peut ne pas partir à cause d'une lampe ou pas? On est en train de le vérifier, justement, parce qu'il y a des conditions précises par chaque type d'avion. Donc, on est en train de vérifier si l'avion peut partir sans. Impossible de s'en faire livrer une autre à temps. L'équipe de Jacques vérifie sur l'ordinateur de bord si l'avion est autorisé à partir avec une lampe de secours en moins. C'est des stress comme ça avant le départ? Oui, affirmatif. Ça, c'est votre hantise d'être en retard? Ah oui, déjà pour les passagers et puis ne serait-ce que pour notre image de marque, vu qu'on est censé préparer l'avion en temps et en heure. Cette petite lampe est en train de devenir un cauchemar pour la trentaine d'employés qui suivent ce vol. Et surtout pour Wilfried, l'agent d'escale. Le pire, c'est que l'avion ne part pas du tout. Il y a un problème, un souci technique, ça c'est vraiment le pire. Chaque minute de trop passée sur le tarmac représente des taxes supplémentaires à payer à l'aéroport, mais aussi des coûts en plus s'il faut loger les voyageurs à l'hôtel. C'est difficile parce qu'on a 487 passagers. Donc à ce moment, il faut appeler les hôtels, il faut héberger les passagers pour la nuit, voir s'il y a de la place sur le vol de lendemain. Ça arrive qu'on commence à 5h du matin, qu'on finisse à minuit parce que tant que les passagers ne sont pas tous hébergés, on ne va pas se reposer. Sylvia. À quelques minutes de la fin de l'enregistrement, les imprévus s'enchaînent. Là, il y a du... Wilfried apprend que 10 passagers américains n'arriveront pas à temps pour monter à bord. Il va devoir s'en occuper, mais c'est une bonne nouvelle pour la jeune Malaisienne qui était sur liste d'attente. So it's okay. We have some many passengers no show, so we'll be able to travel today. And just proceed and check in normally. Oh, merci beaucoup. Je suis super contente. Je suis vraiment chanceuse. Mais encore faudrait-il que l'avion puisse décoller. Dans le cockpit, l'ordinateur de bord vient de rendre son verdict. Louis, en passe. Largement. Combien il en faut? 16. Il en faut que 16 qui fonctionnent. 16 lampes torches opérationnelles sur les 22 de l'avion, c'est le minimum pour qu'il soit autorisé à décoller. Donc automatiquement, elle fonctionne. Les passagers peuvent enfin embarquer. L'A380 est prêt à partir. Les avions sont des petits bijoux de technologie, mais étonnamment, ils ne possèdent pas de marche arrière. C'est ce drôle d'engin ultra puissant qui va pousser l'appareil jusqu'à la piste. C'est bon, on décolle! Louis assiste le pilote dans sa manœuvre. Okay, you may release parking brake. Okay, let me know when we start engine. La mise en route ne peut avoir lieu qu'à bonne distance du terminal. You are clear to start 1, 2, 3 and 4. Okay, Roger. Maintenant, Louis doit rester à plus de 10 mètres des réacteurs sous peine d'être aspiré. Mais il ne les lâche pas du regard. Il faut surveiller. Il peut y avoir un départ de feu, c'est possible. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc il faut toujours être vigilant pour signaler à l'équipage. Une fois l'appareil aligné sur la piste, sa mission est terminée. Ça fait un pincement au cœur quand on les voit partir. On aimerait bien être à leur place, mais bon, on voyage avec eux. Dès demain,
Un autre A380 en provenance de Kuala Lumpur atterrira à Roissy. Et il faudra encore tout recommencer.